Ce matin, on touche à un sujet qui est un sujet, qui est, j'allais dire, qui est bêtement polémique, qui est c'est l'une des tares du système de santé français, c'est de ne pas accepter, les évolutions des métiers, de ne pas comprendre comment, le besoin des patients peut s'exprimer sur le terrain et c'est avec beaucoup de plaisir et un peu de colère qu'on fait ce Café Nil. Beaucoup de plaisir parce qu'Emmanuel et Jordan sont là avec nous et vont nous parler de l'évolution d'un métier qui est un métier fabuleux, qui est auprès des populations, sur lequel on n'a pas vraiment on va dire, le métier d'infirmier, on n'a pas vraiment de problème d'accès aux soins infirmiers, alors qu'on a des problèmes d'accès à tous les autres professionnels de santé. Et en même temps un peu de colère parce que cette profession qui mérite beaucoup de respect et de considération pour le travail qu'elle fait tous les jours sur le terrain, est une profession qui cherche à évoluer, qui cherche à prendre sa place, qui peut apporter des choses qui sont des choses absolument nécessaires à la refondation du système de santé et qui se trouve confrontée non seulement à, ce qu'on dénonce en permanence dans les cafés Nil, c'est-à-dire l'hypernorme, administrative et en même temps, l'hypercorporatisme des différentes professions de santé qui font en sorte que les choses n'avancent pas. On a besoin de vous, messieurs, et de tous ceux que vous représentez et je vous laisse la parole maintenant parce que, sans vous, on ne pourra pas faire évoluer le système de santé et on ne répondra pas aux besoins de la population et en particulier dans des territoires comme le mien. Je suis élu local dans un petit village qui est, au centre d'un désert que je qualifierais même pas de médical, c'est un désert tout court, il n'y a plus d'État. Donc, mais si vous étiez pas là, les populations seraient laissées en jachère. Donc, je vous donne la parole et c'est avec un grand, grand plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui et qu'on va vous écouter. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, hein. Je suis très content de pouvoir parler de notre profession, avec Jordan. Effectivement, on répond à un besoin populationnel de santé, ça c'est évident, principalement d'ailleurs dans les déserts en santé et pas que médical. Je vous rejoins totalement, parce que ce n'est pas qu'un problème de démographie médicale. Par exemple, moi j'exerce dans le Loiret, tous les professionnels de santé sont touchés. Donc c'est pas toujours que le problème n'est pas toujours que médical. Voilà, et je suis vraiment ravi d'être là. Je te laisse la parole, Jordan. Bonjour à tous, je suis aussi ravi d'être là. Donc on avait un peu discuté avec Olivier Mariotte à propos des enquêtes qu'on a pu mener récemment, qui peuvent mettre en lumière un peu l'état actuel de la pratique avancée en France. Donc on pourra aussi parler de ces éléments-là avec des données chiffrées, ce qui n'a pas été fait beaucoup jusqu'ici. Donc on a vraiment des premières données importantes, je pense, à montrer et à publier. Donc, Maëlle, tu vas la présenter de la profession dans un premier temps. Ouais, tout à fait. Si vous m'entendez, Ouais, tu lagues un petit peu, Jordan, c'est ce que je te disais. ouais, je suis désolé, j'ai la connexion au travail qui est pas terrible. C'est le problème du Loiret, mais c'est pour ça aussi que je coupe ma caméra parce que la caméra, la connexion n'est pas très, très bonne. Alors, je crois, Emmanuel, que vous avez Ouais. une présentation à faire sur le métier, sur les fondamentaux du métier et vous avez la possibilité de partager Alors, normalement, là, cette c'est bon. communication. Est-ce que vous voyez Ouais, tous? on le voit. Ok. Ok. Hop, je vais le mettre en mode présentation, ça sera plus joli pour vous. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'est une infirmière. Il y a une infirmière en pratique avancée. Donc il y a des définitions internationales. Donc c'est une infirmière diplômée qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée. Donc on voit que ça se base sur un raisonnement et des connaissances des compétences et non pas des actes. Ça, c'était ce que je voulais mettre en lumière. Ensuite, la formation, c'est 120 ECTS, c'est 3600 heures. C'est important, en faculté de médecine. Les domaines d'intervention, il y en a 5. Il y a l'oncolémato, la maladie rénale chronique, la santé mentale, les urgences et les pathologies chroniques stabilisées, polypathologie courante en soins primaires. Ça, c'est pour les 5 mentions. Les champs de compétences de l'IPA, il y a de la collaboration, il y a de l'éthique, il y a de la guidance et du coaching, des soins cliniques directs qui font à peu près 70% de l'activité, du leadership et de la recherche.
Je vais aller un petit peu vite, hein. Ça, c'est, je vous avais remis un petit peu le code de santé publique, mais je viens de résumer les compétences. Les IPA peuvent exercer, ça c'est important, en ambulatoire au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin, en maison ou centre de santé par exemple, au sein d'une équipe de soins d'un centre médical de santé du service de santé de corps des armées par un médecin des armées, c'est possible également. On peut aussi être en assistance d'un médecin spécialiste hors des soins primaires et on peut évidemment être en établissement de santé ou en établissement médico-social. Les bénéfices attendus pour les patients, c'est garantir la sécurité et la qualité des soins, améliorer la fluidité du parcours, une prise en soins personnalisée avec un suivi du patient, la satisfaction des aidants, une approche novatrice complémentaire avec la prise en soins médicale et aussi des autres paramédicaux, temps dédié plus long pour les explications et l'évaluation, l'anticipation des besoins en soins de support. Pour les infirmiers, on en parle peu souvent, pourtant c'est essentiel pour la profession. C'est une possibilité d'évolution de carrière clinique qui n'était pas possible avant, une amélioration des pratiques professionnelles, un rôle de leadership clinique dans les équipes, développer la recherche en soins, qui est peu développée malheureusement en France, et réactualiser sa pratique et ses connaissances. Et pour les médecins, c'est travailler en binôme, d'avoir 2 référents pour un patient, d'être dans la pluridisciplinarité et le partage, se recentrer sur des activités purement médicales et des situations complexes, donc ce qui va lui permettre de gagner du temps. Il va aussi avoir plus de réactivité et d'anticipation. Parfois, on peut éclairer sur les situations. Je dis souvent qu'on est une aide à la décision médicale. Ce n'est pas nous qui décidons de la stratégie thérapeutique, mais on peut aider et améliorer et sécuriser la prise en soin. Après, j'ai voulu faire rapidement un débrief de toutes les questions fréquemment posées. C'est quoi la différence entre une infirmière azalée et une IPA? Donc, l'infirmière azalée, c'est 40 heures de formation. L'IPA, c'est 3600 heures. L'azalée, c'est un contrat nominatif entre le médecin et l'infirmier. Par exemple, l'IPA, il est complètement autonome dans son rôle. Donc, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'une simple infirmière azalée. Non, donc il y a eu pas mal de fausses informations qui ont circulé. Donc, par exemple, que l'IPA a un BTS médecine. Donc, ça, je vous ai redétaillé les UE d'enseignement. Donc, comme je vous ai précédemment dit, c'est 3600 heures, 120 ECTS. Et on voit qu'il y a différentes UE sur 2 années. La première année est une année socle commune à toutes les mentions. Et la deuxième année, on se spécialise. La responsabilité des actes de l'IPA incombe au médecin. Donc ça, c'est faux pour plusieurs raisons. Sur le plan pénal, chaque individu, quelle que soit sa profession, est bien évidemment responsable de ses actes. Sur le plan professionnel, le décret encadrant la pratique avancée pose clairement le principe de sa responsabilité. Je vous ai remis le décret du Code de santé publique. Et s'il exerce en libéral, il engage sa responsabilité au civil, tout comme n'importe quel autre professionnel de santé, et a de ce fait l'obligation de souscrire à une RCP spécifique. L'IPA va s'installer seul. Voilà, l'IPA peut exercer seul. C'est aussi des choses qu'on a entendues. Et ce qui est faux, c'est forcément un exercice coordonné. Et ça a été maintenu dans la PPL, dans la loi RIST, pardon. Et du coup, c'était une volonté de toutes les organisations nationales IPA de maintenir l'exercice coordonné seul. Nous partons du principe que l'IPA a peu de valeur. Une IPA est mieux payée qu'un médecin, donc c'est faux. On est payé par un forfait à 50 € qui est une capitation, mais c'est un forfait trimestriel. On voit le patient une seule fois ou 10 fois, on sera toujours payé 50 €. Donc pour détailler, je vous ai mis les statistiques de la CNAM qu'on avait, pardon. Et donc en fait, les IPA, au lieu de pouvoir facturer les 4 forfaits par an, on était en moyenne à 2,23 forfaits par an, ce qui faisait un revenu moyen de 700 € net par mois. Donc ça a été revalorisé avec l'avenant, on attend les prochains chiffres. L'IPA est un substitut de médecin. Ça aussi, on a beaucoup entendu et je pense que c'est dans le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que la pratique avancée est une profession au sein de la discipline infirmière. C'est pourquoi l'IPA est avant tout un infirmier. Et ce que je vous dirais, c'est que les sciences infirmières sont reconnues à l'international avec plus de 200 théories validées scientifiquement. On voit d'ailleurs, ça c'est un document à droite de Nature, où on voit du coup nursing, qui est considéré comme une science à l'international, et qui d'ailleurs est dans l'interdisciplinarité et est plutôt fréquemment recité, et donc du coup qui est bien distincte des sciences humaines médicales ou autres disciplines scientifiques. Donc là, par exemple, je vous ai mis une théorie qu'on peut appliquer à un cas concret, et donc on voit bien qu'il y a la personne, l'environnement, la santé, la maladie, et après on va interroger le patient sur l'expérience de ses symptômes, les stratégies de gestion et les effets obtenus. Et donc à droite, je vous ai mis un cas concret issu de ma pratique professionnelle. Donc c'est vraiment un raisonnement qui est distinct. C'est important, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va du coup définir l'IPA. Pas que des actes, un raisonnement.
Et l'IPA est responsable d'une médecine à deux vitesses. Ça, je ne suis pas convaincu parce qu'on part du postulat du coup que ce serait l'IPA versus le médecin. Or, il y a des territoires où c'est l'IPA versus rien, parce qu'il n'y a plus rien autour. Donc, il y a déjà une médecine à deux vitesses, les gens qui arrivent à se faire soigner et les gens qui n'y arrivent pas. Et donc, je trouve que cette hypothèse n'est pas tout à fait vraie. Et de plus, il a été prouvé dans une méta-analyse Cochrane que la prise en soin des IPA versus le médecin généraliste était similaire, avec un taux de satisfaction et une qualité de vie légèrement supérieure en faveur des IPA. Et par contre, il n'y a eu aucune surmortalité ou perte de chance lors de la prise en soin par l'IPA. Et donc là, je vous ai mis un petit peu le résumé de la méta-analyse Cochrane de 2017. Voilà, j'ai fini pour la brève présentation. Merci Emmanuel. Je crois que Jordan voulait nous passer quelques informations par rapport à l'enquête que vous avez menée. Oui, donc en fait, je vais pouvoir vous parler des enquêtes qu'on a menées. En réalité, on en a même mené plusieurs, tout simplement parce qu'on voyait bien qu'on avait des difficultés sur le terrain pour s'implanter, pour se développer. Et donc, on a décidé de mener des enquêtes à plusieurs niveaux. La première, ça a été vraiment sur les étudiants en pratique avancée et sur leur future implantation. Parce qu'on voyait que de plus en plus, les gens avaient des difficultés à prendre un poste derrière, voyaient leur projet être annulé au dernier moment. Donc, on a vraiment voulu voir ce qui se passait à ce niveau-là. On a envoyé ce questionnaire-là à tous les étudiants en France. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a près de 33% d'étudiants qui ne sont pas sûrs d'avoir un poste après leurs études, ce qui est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Et si on détaille un peu les différents modes d'exercice, les chiffres sont encore plus évocateurs, puisque dans le secteur libéral, plus de 60% ne sont pas certains de prendre un poste IPA après leur diplôme. Donc déjà, on peut voir avec ce qu'a dit Emmanuel que le modèle économique est vraiment un frein et explique certainement ce taux très important. Et on voit aussi dans les réponses qui sont données, parce qu'on a essayé d'avoir des données qualitatives aussi, qu'il y a de plus en plus une défiance des médecins généralistes sur le terrain et que le cadre réglementaire était très restrictif. Il est en train d'évoluer avec la loi RIST. On n'a pas encore toutes les précisions sur ce qu'il va devenir, mais ce point-là, pour le coup, est en train d'évoluer. Mais on peut se dire qu'effectivement, ça pourrait être restreint en libéral. C'est aussi le cas en réalité dans le public et dans le privé pour ceux qui sont salariés, puisque 20% des étudiants ne sont pas sûrs d'avoir un poste dans le public, alors pourtant qu'ils sont financés par les établissements. Et si on détaille au niveau des années d'études, on voit que sur les répondants, il y en a 14% qui sont en première année, du coup, qui ne sont pas sûrs d'avoir un poste derrière, et ce chiffre-là monte à 26% pour les deuxièmes années. En fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants de deuxième année voient de plus en plus leur projet se rapprocher. Les établissements se rendent compte que les étudiants vont revenir. Et là, en fait, il n'y a pas d'anticipation qui est faite. Il n'y a pas de budget. Et parfois, les personnes qui ont contribué à la création de ce projet-là sont parties de l'établissement. Ce qui fait qu'en fait, quand les étudiants arrivent en deuxième année, c'est là qu'ils soient signifiés qu'ils n'auront pas forcément de poste. Et ça fait quand même plus d'un quart de personnes qui ne sont pas sûres d'avoir un poste à leur retour, ce qui est quand même très conséquent pour des budgets qui sont publics, donc des hôpitaux qui financent ça. Dans le privé, c'est encore un peu plus élevé. Il y a à peu près 33% de gens qui ne sont pas sûrs d'avoir un poste. Et le phénomène est assez similaire au public, c'est-à-dire qu'en première année, il y a 24% qui ne sont pas sûrs d'en avoir. Et en deuxième année, le chiffre monte à 46%. Donc, l'implantation est déjà un vrai problème. Les solutions que nous entrevoit par rapport à ça, c'est déjà d'avoir une meilleure communication sur la profession de IPA, parce qu'on voit que les établissements ne savent pas réellement ce que c'est qu'un IPA, ne savent pas comment l'implanter dans le carbone. On fait des projets pour ça. Justification des rôles, parce que ça, je peux revenir dessus sur la deuxième enquête qu'on a faite. Et surtout, une meilleure attractivité. Je suis désolé, ça. Attendez. Difficile. Là depuis quelques secondes, c'est compliqué. Il faudrait couper la caméra. Coupe ta caméra, Jordan. Je pense que Jordan est dans les problèmes techniques. Jordan? Emmanuel, on peut reprendre?
Oui, bah, du coup, effectivement, il y a des difficultés d'implantation, comme il vous disait, que certains confrères n'avaient pas l'assurance d'avoir un poste. Il y a dans le public, il peut y avoir aussi des freins plutôt, je dirais, organisationnels, parce qu'il faut qu'il y ait Je sais parfois pas un si vous soutien m'entendez. de. Attends, bah, j'ai continué du coup. Ah, je me suis T'es mis là, sur Jordan, c'est mon, bon? je me suis mis sur mon téléphone parce que Ah sur bah j'avais pris l'ordinateur, le relais du coup, mais vas-y, je t'en prie, ça Jordan. marche très mal sur le téléphone, sur l'ordinateur. Donc en fait, ça c'était la première enquête qu'on avait fait vraiment sur l'implantation. Et on a décidé d'en faire une seconde dédiée aux salariés, puisqu'en fait, sur le libéral, les problèmes étaient très clairs. Hein. Le modèle économique était vraiment le problème majeur avec le cadre réglementaire, et il y avait très peu d'IPA qui étaient en poste en libéral, donc les données étaient assez faciles à remonter. Alors que dans le public et dans le privé, on avait vraiment peu de données officielles, alors qu'on savait par les remontées de terrain qu'il y avait des problèmes au niveau économique aussi, mais aussi au niveau de l'organisation de l'hôpital, de la hiérarchie, etc. Et donc c'est très intéressant ce qu'on a pu faire parce que c'est la première fois qu'il y avait des données réellement chiffrées et argumentées sur ça. Au niveau économique, dans le public, un IPA à l'heure actuelle gagne en moyenne 90 € de plus que quand il était infirmier. Et la médiane se situe à 50 €. Et si on va encore plus loin, il y a un tiers des IPA qui ne gagnent pas plus d'argent que quand ils étaient IDE, et voire même qui en perdent. Ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle une moyenne d'augmentation salariale entre un IDE et un IPA qui est à 4%. Là où tous les pays où la pratique avancée est implantée, la moyenne est à 40%. Donc le delta est quand même assez impressionnant. Dans le privé, les chiffres sont un peu meilleurs puisqu'il y a une augmentation salariale d'environ 16%. Je crois que c'est en moyenne 353 € d'augmentation. Mais par contre, les IPA n'ont pas de statut dans la fonction privée, donc c'est les employeurs qui négocient les salaires. Il n'y a pas vraiment de grille sur lesquelles se calquer pour le privé. Et ce qui est important aussi de noter pour le public, c'est qu'il n'y a que la fonction hospitalière qui a des grilles salariales. Les fonctions territoriales du corps des armées et la fonction publique d'État n'ont pas de grille du tout IPA, ce qui fait qu'en fait les professionnels qui y travaillent n'ont pas de modèle économique sur lesquels se calquer. Le deuxième point qu'on a évoqué sur cette enquête, c'était le temps d'attente en fait, entre le moment où on est diplômé et le moment où on exerce la profession d'IPA. Et là aussi, je suis désolé, ça a encore coupé, je crois. Donc là aussi, les chiffres sont assez évocateurs sur le temps d'attente entre la diplomation et la prise de poste IPA, puisque dans le public, il y a 25% des employés qui n'exercent pas directement après leur diplôme et qui ont un temps d'attente d'environ 8 mois. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux ont, encore une fois, financé des projets, ont financé des personnes pour se former, et il y a 25% de ces personnes-là qui ne sont pas mises sur un poste IPA après leur diplôme. Donc encore une fois, c'est pour des problématiques de budget, parce que les postes ne peuvent pas être créés, ou alors parce que le projet a évolué et qu'il n'y a plus les personnes nécessaires pour faire vivre ce projet. Donc c'est quand même une personne sur 4, ce qui est assez énorme. Et dans le privé, là aussi, c'est une personne sur 4 à peu près qui n'exerce pas directement comme IPA, et le temps d'attente, c'est en moyenne de 10 mois. Ce qui est d'autant plus surprenant pour des budgets qui sont propres, là, pour le coup, aux établissements dans le privé. Et le dernier point qu'on a fait remonter dans cette enquête-là, c'est la problématique de la hiérarchie à l'hôpital, puisqu'en fait, il n'y a pas de texte qui définit la hiérarchie de l'IPA dans les établissements. Et chaque établissement fait comme il l'entend. Et on voit que ça conduit à des inégalités de fonctionnement à l'hôpital, puisque c'est ce qui remonte dans les enquêtes, il n'y a pas vraiment de consensus. On s'attendait vraiment à ce que la direction des soins s'empare de la position de l'IPA à l'hôpital. Et en réalité, on voit que les supérieurs hiérarchiques sont très variés. On voit qu'il y a la direction des soins, effectivement, mais les cadres supérieurs, les cadres de santé, parfois les médecins qui sont aussi supérieurs hiérarchiques. Et ce qu'on voit dans l'enquête, c'est qui est intéressant, c'est que plus le supérieur hiérarchique va être à un niveau élevé dans l'établissement, plus l'IPA va pouvoir investir des missions larges. C'est-à-dire que quand ça va être directeur des soins qui va être le supérieur hiérarchique, l'IPA souvent va pouvoir investir un champ d'activité sur tout l'établissement, alors que quand ça va être un cadre de santé, il va être beaucoup plus restreint et travailler uniquement dans un service. Ce qu'on trouve très dommage, puisque
C'est ce qui fait un peu la spécificité de l'IPA, c'est qu'il peut travailler vraiment sur un champ de compétences très large. Il ne va pas être surspécialisé, c'est le principe de la pratique avancée. Et il peut apporter énormément de choses à un établissement, que ce soit en termes cliniques, mais aussi en termes de mentoring, de formation, d'analyse des pratiques. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées par exemple au Canada, où à une époque où justement les personnes qui avaient un leadership clinique à travers la pratique avancée ont un peu déserté l'hôpital, les organisations hospitalières ont vraiment moins bien fonctionné suite à ça. Donc ça, c'est un élément qu'on voulait faire remonter parce que c'est vraiment dommage de limiter l'apport des IPA pour des questions hiérarchiques. Et on veut vraiment que tout le monde puisse investir des missions larges. C'est pourquoi nous, on préconise que le supérieur hiérarchique de l'IPA à l'hôpital soit le directeur des soins. J'avais une question pour les enquêtes. On pourra évidemment elles ont été publiées, on pourra évidemment les redonner pour que vous puissiez avoir ces données-là. Donc voilà, c'était vraiment des éléments qui me paraissaient très importants à fournir, notamment au niveau économique, puisque on voit que l'attractivité est quand même très faible et qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui renoncent à faire cette formation-là parce qu'ils se disent que pour avoir de nouvelles compétences et les responsabilités qui vont derrière, ça ne suit pas. Hein. Et ce qui est aussi intéressant de comprendre par rapport à cette attractivité-là, c'est que pourquoi est-ce que des gens perdent, parce qu'on pourrait se dire que c'est très logique, on fait des études supplémentaires, on a de nouvelles compétences, on a de grosses responsabilités, comment ça se fait que des gens perdent de l'argent? Il y a quand même des gens qui perdent jusqu'à 200 € par mois de salaire, hein, il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent? Tout simplement parce que le travail de l'IPA va différent du travail de l'IDE et son organisation de travail aussi. Quand on est IDE, on travaille les week-ends, on travaille la nuit, on peut avoir des primes de protocole de coopération, etc. Quand on est IPA, on n'a plus ce fonctionnement-là, du coup, on perd ces primes-là, par exemple, qui ne sont pas rattrapées par les grilles salariales derrière. Et on n'a pas non plus de NBI, par exemple, ce qui fait qu'on est parfois moins bien payé. Donc voilà un peu pour le contenu de ces deux enquêtes-là. On pourra effectivement vous les faire passer. Et je peux vous redonner la parole, Olivier, si vous le souhaitez. Vraiment, merci Jordan pour toutes ces précisions. Je pense que c'est tout à fait important qu'on connaisse notre métier. Il y a quelque chose qui me choque dans ce mode de fonctionnement du système de santé à l'heure actuelle, c'est cette espèce de chape de plomb qui fait que chaque fois qu'on veut créer un nouveau métier, reconnaître une nouvelle compétence, on a une difficulté majeure. Il faut faire bouger l'administration, faire bouger les autres acteurs de santé. On estime que dans l'hôpital, dans 10 ans, il y a 30% des nouveaux métiers qui vont être créés, qu'on ne connaît pas encore, en particulier sur le management de la data et de la santé numérique. Et je suis toujours surpris et je dois reconnaître un peu fâché par cette espèce de syndrome de Parkinson du système de santé qui n'est pas capable d'accepter qu'on puisse éventuellement faire bouger des murs, qu'on puisse changer d'angle de vision par rapport aux patients. Et j'aimerais bien... on a Loïc qui est avec nous, qui est toujours très intervenant. Et qui est un représentant des patients. Il y a Alain Olympie aussi. J'aimerais bien entendre un peu la parole des patients et je voudrais qu'on passe justement à cette phase qui est la phase de discussion qui caractérise les caféniles pour voir un peu qui veut prendre la parole là-dessus pour nous dire ce qu'il en pense et en particulier voilà, il y a Alain. Alors on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a Luc qui est avec nous. Et Luc, c'est un médecin généraliste, non seulement c'est un médecin généraliste de terrain qui fait des choses qui sont tout à fait remarquables, mais en plus de ça, il est quand même le patron des généralistes CSMF. Donc, je passe la parole à Luc, et puis on continuera par Anne et par Alain Olympie. Alain, qui est un vieux complice depuis des années, comme Luc d'ailleurs. Et j'aimerais bien que tout le monde arrive à faire bouger un peu les murs de cette maison de la santé qui commence à sentir un peu le rance et surtout qui ne répond pas aux aspirations de la population. Luc, je te passe la parole tout de suite.
Oui, ben merci à Emmanuel et à Jordan pour cette présentation. Luc Ducanel, médecin généraliste en Mayenne. Alors, président bien sûr des généralistes SMF, mais surtout co-gérant d'une CISA, 5e SP multisite en zone rurale, avec une démographie en médecins généralistes de 34 médecins généralistes pour 100 000 habitants, c'est-à-dire que c'est très faible. Et donc, on a embauché une IPA, qui était une infirmière libérale de chez nous, qui aujourd'hui, après un an, suit 600 patients. Elle est salariée, 2 850 € net par mois, 13 mois, et on prend en charge l'assurance. Donc, c'est exceptionnel en termes de qualité de suivi. Et je dirais très clairement, pour ces patients atteints de pathologies chroniques stabilisées, qu'elle suit, je dirais que même par rapport à ces patients qui étaient stabilisés, où je consacrais moins de temps, je pense que le suivi est de meilleure qualité. Alors, moi, donc, on a une autre infirmière qui vient de terminer sa première année, aussi libérale, mais on en a aussi une troisième qui a été recalée. Je tiens à rappeler qu'Angers, formation, la première sur la liste d'attente, elle a 19,5 sur 20, elle a 19,5 sur 20. C'est aussi tous les problèmes qui sont nés. Alors, Olivier a raison, les freins sont multiples, mais quand on recale des gens, alors qu'on a un vrai besoin, nous, ça fait 6 mois qu'on a une annonce pour embaucher une autre infirmière, ou qu'ils viennent en libéral, mais ça pose la problématique, nous disent les IPA, du modèle économique aujourd'hui. Nous, si on l'appelle, on ne fait pas de bénéfices sur notre IPA qui suit 600 patients, mais de façon à ce que, comme pour les médecins, lui supprimer des tâches administratives. Bien sûr, elle a un cabinet de médecins, elle a une secrétaire, du temps de secrétariat à sa disposition pour la soulager des tâches administratives, et que globalement, on ne peut pas la rémunérer plus de 2 850 € net. C'est-à-dire que quand on dit que le modèle économique, et je ne suis pas sûr que le nouvel avenant soit suffisant, eh bien, ce modèle économique, il est valable aussi bien pour l'IPA libéral que pour ceux qui embauchent en ambulatoire une IPA salariée. Alors après, bon, Olivier disait comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire bouger le système de santé. Ben moi, j'entends les médecins. C'est vrai que moi, j'ai fait un choix, vu les problèmes d'accès aux soins, de ces consultations, entre guillemets, du patient juste hypertendu, du patient diabétique équilibré, de lui confier. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne vois plus ces patients-là, hein, parce que quand ils ont un problème, une gonarthrose, un syndrome infectieux, je les vois. Pour me consacrer à mes patients atteints de pathologies chroniques déstabilisées, un des freins, Olivier, hein, qui fait que moi, c'est que ces consultations longues de 30 à 45 minutes, je les fais à 25 €. Hein. C'est aussi les retours qu'on a des médecins généralistes. Les freins, ils sont multiples. Donc, j'ai dit le modèle économique. Et c'est vrai que quand j'entends toutes ces IPA qui n'arrivent pas à travailler, nous, j'ai dit, ça fait 6 mois qu'on a une annonce, il y a le cabinet, tout est prêt, je veux dire, pour en avoir une autre. Donc, il va falloir qu'elles viennent aussi dans les zones rurales, parce qu'on a un grand besoin. Après, c'est aussi toutes celles qui sont aujourd'hui phagocytées par l'hôpital. Je tiens à rappeler que même nous, il n'y a eu aucune perte de revenus lors de leur formation. Ces 2 années de formation, c'est aussi un problème pour une infirmière libérale qui décide de faire la formation d'IPA. Quand vous avez les formations qui sont, nous, c'était Angers et Tours, 150 à 250 km, parfois des jeunes mamans, c'est pas simple pendant 2 ans. Trouver des lieux de stage, c'est toutes ces problématiques-là rencontrées. Mais nous, on a été chercher l'argent au conseil régional, au conseil départemental, à l'ARS, et puis on a complété avec notre ACI CISA, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de revenus pour lui payer l'hôtel et les déplacements et les restaurants. Pour autant, aujourd'hui, je crois que cette réorganisation qui est nécessaire, on l'a vu hein, dans toute la campagne de Médecins pour demain au mois de novembre. J'étais malheureux de voir ce que je voyais sur les réseaux sociaux sur les IPA. Bon, d'un autre côté, il faut aussi comprendre pourquoi, quand il y a une profession qui est celle du médecin traitant qui intéresse de moins en moins les médecins généralistes, hein, maintenant il y a de plus en plus de niches qui se créent, c'est aussi tout ce malaise-là. Donc voilà, après les questions posées, est-ce que IPA libéral, c'était la bonne pioche? C'était une question posée au départ, hein, quand il y a 5 ou 7 ans, on en parlait avec la DGOS, est-ce que l'IPA a plus vocation à être salarié en ambulatoire hein, que libéral? Ça fait partie, est-ce que ça ne serait pas plus facile si elles étaient salariées?
dans nos structures ambulatoires, plus il y aurait moins c'est vrai que moi, il n'y a aucune défiance, hein, mais c'est vrai que sur les 18 généralistes, 600 patients, elle travaille qu'avec 4, mais ça tombe bien, hein, parce que sinon, je ne pourrais pas lui passer plus de patients si on avait été 18 à travailler avec elle. Donc voilà, mais le modèle économique est un vrai sujet. Et puis après, je veux dire, il faut qu'on continue à construire ensemble, médecins traitants, pour ce qui est de la médecine ambulatoire, hein, médecins traitants IPA, et puis on voit quand même des organisations dont on devrait parler. On a parlé de l'accès direct de l'IPA. Moi, je vois des expériences qui se montent dans des territoires où il y a des vrais problèmes d'accès aux soins. Il a été mis en place des protocoles, des patients atteints de pathologies chroniques qui n'ont plus de médecin traitant. On met en place un protocole. Le patient est vu par l'IPA qui va remplir le dossier, les antécédents et tout dans le logiciel métier du médecin. Avec le protocole fait que on priorise ceux qui ont besoin d'une prise en charge rapide par un médecin traitant, et ce protocole permet à ces patients de retrouver un médecin traitant. C'est aussi travailler ça sur nos territoires. Il y a une expérience dans la Sarthe qui a été menée globalement avec succès. Donc, c'est aussi éviter ces chiffons rouges qu'on a vus dans le cadre de la loi RIST, de dire, voilà, on a l'impression que ça a été rappelé dans la présentation qu'ont fait Emmanuel et Jordan. Oui, très clairement, l'IPA n'a pas vocation à remplacer le médecin traitant, très clairement. La plus-value, c'est travailler main dans la main. Et moi qui ai passé, je terminerai par là, à peu près sur les 600, à peu près 300 patients, c'est 6 à 8 échanges quotidiens sur les patients qu'elle voit de mes patients, dont je suis médecin traitant, sur des adaptations thérapeutiques. C'est qu'est-ce qu'on fait quand une fonction rénale se dégrade chez le diabétique. Enfin, c'est tout ça. C'est la vie quotidienne de la coordination entre l'IPA et le médecin traitant. Et merci à vous deux pour cette présentation. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Et d'ailleurs, je dis juste que moi, je fais des formations. J'en fais à peu près une par mois avec un organisme de formation pour les médecins généralistes, pour leur faire connaître ce qu'est l'IPA et qui travaillent avec des IPA. Et merci à vous deux. Mais en tout cas, merci Luc, à toi aussi, parce que d'abord, tu représentes une parole forte dans le monde de la médecine, et en particulier pour les médecins généralistes. Donc, ce message est hyper important, et celui que tu as passé est extrêmement positif. Et puis, je crois qu'on est à un moment où il va falloir se serrer les coudes et travailler de manière consensuelle et constructive pour les patients, pour les citoyens du pays, parce qu'on est dans des situations qui sont des situations extrêmement complexes quand on est élu local et qu'on n'a plus aucun recours à quoi que ce soit. Et donc, le fait d'avoir sur le terrain des gens comme toi qui travaillent, qui recherchent des IPA qui se créent, qui font l'effort d'investir dans leur formation pour pouvoir prendre en charge de manière encore plus fine des patients, ça fait partie des choses qui sont extrêmement positives. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on se retrouve dans des situations quelquefois qui sont extrêmement conflictuelles, alors que tout le monde a tout intérêt à travailler ensemble pour faire monter en grade, on va dire en compétence, l'intégralité des professions. Si les IPA peuvent prendre une partie de la prise en charge globale et du parcours de soins, et que ça permet aux médecins généralistes d'être encore plus coordinateurs et plus sophistiqués sur le plan de la recherche de compétences, et de se rapprocher du médecin spécialiste pour voir comment, sur des situations complexes, on peut trouver des solutions, tout le monde va y gagner. À l'heure actuelle, la problématique, c'est que non seulement on n'a pas les infirmiers, on n'a pas les IPA, on n'a pas les médecins généralistes, et on n'a plus de recours aux spécialistes. Donc, on est sur le terrain dans des situations qui sont des situations ubuesques, parce qu'en face de nous, on se retrouve avec des gens qui nous disent « Ben oui, mais moi j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mon diabète, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ma mère qui commence à devenir dépendante, et ainsi de suite. » Et ce n'est pas avec des réponses qui sont des réponses législatives qu'on va y arriver, de toute façon, quoi qu'il arrive. Emmanuel, je parle trop. Tu as certainement quelque chose à nous dire par rapport à l'intervention de Luc. Oui, merci beaucoup, docteur Duquesnel. Vous passerez le bonjour à Aurore de ma part, hein. Nous sommes de la même promotion, donc je vois très bien. Effectivement, sur le mode de rémunération en ville, je pense que c'est quand même à l'IPA de pouvoir décider et de pouvoir nous laisser le choix, parce qu'on ne peut pas forcément faire que du salariat.
parce que ça pose le problème de savoir qui est le patron après. Parce que si effectivement c'est les associés de la CISA, peut y avoir un risque de subordination sur les activités cliniques, donc ça peut poser des soucis. Après, si effectivement c'est un autre organisme comme le conseil régional ou autre, pourquoi pas, hein, je ne dis pas, mais peut-être aussi laisser la possibilité aux confrères et consoeurs de décider de leur mode de rémunération. Parce que ça ne va pas répondre à tous les besoins de santé, non plus le salariat. Tout dépend de ce qu'on met derrière. On voit en centre de santé, si on ne met pas un minimum de patients, ça ne répond pas à l'offre de soins. Ensuite, je suis entièrement d'accord sur la collaboration entre le médecin G et l'IPA, pas que d'ailleurs, avec les infirmières libérales, même l'assistante sociale du CCAS de la commune, très important pour les problématiques de précarité. Enfin, faut vraiment décloisonner, voire plus large. Et aussi, par rapport au secteur ambulatoire, je pense qu'il faut vraiment décloisonner à l'hôpital. Dans le Loiret, on a innové. Tous les mois, on se réunit avec les directeurs des soins de l'hôpital psychiatrique, de l'hôpital général, avec tous les confrères et consoeurs, qu'on soit libéraux, salariés, à l'hôpital, dans n'importe quelle fonction publique. Il y a des collègues qui travaillent à la PMI avec les enfants. Donc, et vraiment, on se réunit tous ensemble et on essaye d'avancer, de trouver des solutions pour améliorer le système de santé. Dans une volonté de décloisonner aussi vers le spécialiste quand il y a des IPA qui travaillent avec des spécialistes, par exemple, dans les CH. Donc, mais je vous rejoins, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Après, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est parfois le piège donné un peu rapidement par les politiques de dire l'IPA va remplacer le médecin généraliste. Je pense qu'on est tous assez intelligents pour se rendre compte que ça ne sera pas le cas. Et ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas parce que c'est la volonté parfois de certains discours politiques qu'il faut rentrer dedans, je pense. Ça, c'est une erreur. On va apporter en complémentarité. Comme je l'ai dit, c'est une science qui diffère des sciences médicales. Donc, on va apporter quelque chose de complémentaire et non pas de substitutif. Anne, une question. Voilà, merci, bonjour, avec le micro c'est mieux. Alors merci infiniment et merci pour les chiffres parce que c'est très important d'en avoir. Petite question, si, comme je l'ai compris, entre guillemets, je fais semblant d'être un peu idiote, j'ai pas d'avantage économique avec l'IPA, j'ai pas de place après ma formation, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce que je ferais une formation d'IPA? Et, question subsidiaire, non, mais je vous l'idiote, hein, enfin un peu, pas trop. Question subsidiaire, on a un PLFSS 2024 qui commence à se préparer. Qu'est-ce que, même si j'ai bien compris que vous n'attendiez pas grand-chose des politiques, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Je peux répondre ce que Manuel pour la partie pourquoi faire la formation d'infirmière pratique avancée. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui se posent exactement la même question. Et on peut le voir, je pense, autour de nous. On côtoie pas mal de monde. On voit qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui nous disent mais pourquoi est-ce que vous faites ça en fait? Vous prenez des responsabilités supplémentaires, vous vous embêtez à partir pendant 2 ans dans une grande ville pour aller dans une fac, vous laissez votre famille pendant 2 ans, etc. Au final, quand vous revenez, avoir pas grand-chose de plus. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas spécialement envie de le faire, qui à la base auraient pu être intéressés, ne le font pas. Et il y en a qui continuent quand même à être dans cette démarche parce qu'ils espèrent que la situation va se décanter dans un futur proche. Et on voit aussi que l'année dernière, il y avait une baisse des inscrits dans les universités. Et ça aussi, c'est des éléments qui nous reviennent du terrain plus que des vraies données chiffrées, mais on voit qu'il y a moins de monde qui s'inscrit, qui envoie des dossiers pour rentrer à la fac. Donc c'est effectivement, je pense que si les choses n'évoluent pas, c'est quelque chose qui peut être relativement problématique pour l'adhésion des infirmiers à cette évolution de carrière. Ce qui est dommage parce que ça représente pour le coup une vraie opportunité d'évolution dans une pratique clinique. Moi, je vous donne mon exemple, là, je travaille en psychiatrie, dans l'hôpital dans lequel je travaille. Quand on est infirmier, jusqu'ici, la seule possibilité d'évolution de carrière, c'était d'être cadre de santé, par exemple. Chose que beaucoup n'ont pas forcément envie d'être parce qu'on s'éloigne un petit peu du soin. Alors, je ne dis pas qu'on s'éloigne totalement, mais on a quand même plus de pratique clinique réelle. Et aujourd'hui, en psychiatrie, cette profession d'infirmier en pratique avancée, ça représente vraiment une aubaine pour tous ceux qui avaient envie d'évoluer dans leur carrière et de rester dans la pratique clinique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté si on veut avoir ces perspectives d'apport dans le système de santé, et surtout par exemple en psychiatrie où on voit qu'il y a de moins en moins de psychiatres et dans les CMP, les IPA apportent énormément.
Il y a quelque chose qui me frappe dans ce développement, c'est qu'il y a quand même une espèce de dialectique dans le système de santé qui est complètement aberrante. Quand on travaille dans l'entreprise, alors je sais bien qu'associer santé et entreprise, ça fait partie des choses qui sont, on va dire, péché mortel, mais moi je suis médecin et chef d'entreprise aussi, nonobstant d'être élu local. Quand on est chef d'entreprise, on s'occupe des gens de son équipe pour essayer de les faire progresser parce que on prend en compte le fait qu'ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de grandir dans leur profession, ils ont envie d'apprendre des choses supplémentaires, ils ont envie d'ouvrir des champs d'expertise qui soient des champs différents. Et dans le système de santé, ça fait des années on est médecin généraliste, ben on restera médecin généraliste. Alors, sauf si on prend des responsabilités comme Luc sur le plan syndical, par exemple. Mais c'est le seul échappatoire, on va dire, il n'y en a pas d'autre. À 23 ans, on est infirmier, on va sortir à 62 ans ou 65 ans infirmier du système de santé, on n'aura pas évolué. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective de carrière dans ce système. On est bloqué dans le système de santé à partir du moment où on est rentré dedans. Et donc, pour moi, c'est l'un des rares systèmes économiques, il faut quand même pas oublier que ces 240 milliards d'euros qu'on met tous les ans avec une croissance d'à peu près 3%, 240 milliards d'euros qu'on met sur la santé tous les ans dans un pays comme la France, ça en fait quand même un système économique. Je suis désolé, il faudrait qu'un jour on arrive à réconcilier l'argent et la santé parce que ça fait quand même partie des choses qui sont importantes, plutôt que d'essayer de se cacher derrière son petit doigt. La justice, c'est 24 milliards. Hein. La santé, c'est 240 milliards. Donc, arrêtons de croire que tout le monde fait ça par vocation et par altruisme pur. Ce sont des métiers avec des entreprises qui doivent se développer, avec un artisanat, avec des ETI, voilà, il faut qu'on prenne en compte cette évolution du système de santé. Mais ce serait le seul système sur lequel vous êtes aide-soignante, eh ben, vous resterez soignant jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vous allez prendre votre retraite. Où est-ce que vous imaginez que dans un système économique quel qu'il soit, on puisse éventuellement dire aux gens, vous avez 18 ans, vous rentrez dans une filière, à 21 ans, 25 ans, vous allez en sortir, et jusqu'à 65 ans, vous n'en bougerez pas. C'est quand même, d'une certaine manière, complètement aberrant. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ce système doit évoluer et je vois que Alain, je te donne tout de suite la parole, mais moi, franchement, j'adore ce café Nil parce que… J'ai pas eu la réponse sur le politique et le PLFSS. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que vous n'avez aucune attente. Mais si vous en avez, c'est le moment. Déjà, pourquoi faire IPA, Jordan a très bien résumé. Voilà, c'est une évolution clinique qui est notre cœur de métier, je dirais. Effectivement, pour les PLFSS, je ne sais pas trop sur comment on a obtenu du coup l'accès direct. Donc ça, c'était bien. Je remercie d'ailleurs Madame Rist pour ça. On a gagné à peu près 10 ans. La primo-prescription, ça va être en train de se faire. Peut-être prévoir des enveloppes de prévention à destination des IPA pour faire de la prévention primaire. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment défaut, je pense, en France, avec un coût considérable. On ne fait que du curatif et pas de préventif ou très peu. Un peu de prévention secondaire, de la prévention tertiaire. Mais la prévention primaire, ça reste extrêmement réduit. Dans la part du budget, c'est infime, comparé d'ailleurs aux autres pays de l'OCDE. C'est super intéressant, ça. Vous avez quelque chose d'un peu écrit? Alors, sur les bilans sur la prévention, on a rendu 2 rapports d'à peu près 80 pages au gouvernement qu'on pourra vous transmettre si vous voulez. Oui, ça je veux bien, ouais. Avec une hiérarchisation même IDE, IPA, médecin G vraiment en ville. Mais je pense qu'il faut aussi faire de la prévention dans les structures hospitalières, les EHPAD et autres. Il ne faut pas se limiter, il faut vraiment généraliser. Je pense que c'est l'axe le plus important dans le PLFSS 2024. Et faites le lien avec le médico-social. Bien sûr, pardon. Merci beaucoup. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas continuer à avoir le sanitaire d'un côté et le médico-social de l'autre. Alain. Oui, alors Olivier, tu connais très bien le terrain, donc je vais un peu paraphraser effectivement depuis les 20 minutes où j'ai mis le petit truc. Là, je vais prendre mes casquettes. Alors moi, je suis représentant des usagers dans un grand hôpital parisien
et par ailleurs au conseil de surveillance de la PHP, donc qui me donne une vision à la fois politique et de terrain. Et c'est vrai que moi, je suis très en colère. Enfin, la semaine dernière, j'avais 2 visites, enfin une visite d'un service où effectivement des infirmières qui sortaient de formation me disaient, mais le problème, c'est ça, je suis revenu dans mon service, j'ai rien, pas de perspective, etc. Tout le monde attendait mon retour de formation parce qu'on manque d'infirmières dans le service, on a fermé des lits, etc. etc. Donc ça, c'est le problème des hôpitaux, c'est ce manque d'infirmières. À la PHP, c'est 1600 infirmières qui manquent, donc avec autant de fermetures, enfin, entre autres personnels, avec autant de fermetures de lits. Donc quand une infirmière revient de formation, tout le monde se l'accapare, les copines qui disent « ouais, bon, bah, pendant 2 ans, tu as été en formation, donc maintenant au boulot, genre, il faut voir cet aspect-là des choses ». Donc on entend des choses avec ces infirmières qui sont un peu désespérées, qui sont, comme tu l'as dit Olivier, moi c'est qui m'exaspère, c'est comment dire, l'intérêt dans la carrière, bah, soit on est infirmière toute sa vie, et puis à part, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. C'est insupportable, moi je trouve ça insupportable, effectivement. Donc, soit on tombe dans la routine, soit on abandonne le métier pour faire autre chose, hein, pour aller faire des confitures dans le Cantal, par exemple. Bon, donc j'en connais une. Hein. Donc, c'est insupportable. Le point de vue du patient, là, je vais remettre sur le truc. Donc, alors, j'étais aux urgences, par contre, hier, et là, le chef des urgences qui me dit, bah, moi, j'en cherche des IPA, parce que effectivement, alors, ce qu'on peut proposer, c'est évidemment la dynamique du service. Il y a des services dans l'organisation, des chefs de service qui ont bien compris que de travailler en équipe, c'était pas travailler dans ce système pyramidal avec le médecin ou le chef de service qui est au sommet de la pyramide et tout le monde est salarié, machin, aux ordres en fonction de ce que dit le médecin. Donc tout le monde attend finalement dans son petit box que le médecin donne ses petits ordres, etc., avant de bouger et de se permettre d'eux. Ça, c'est insupportable. Et effectivement, Olivier, tu l'as dit, il faut changer radicalement du truc. Parce que nous, ce qu'on attend, patient, c'est une équipe de soins, on veut des réponses et on veut une équipe de soins. Alors évidemment, avec le médecin, Luc est un médecin généraliste convaincu, convaincant, et merci qu'il soit là à son poste. Je pense qu'on avancera depuis qu'il est là. Mais ce que veut effectivement, c'est le médecin, l'IPA, l'infirmière, le psy, vous en avez parlé, parce que là, il y a quand même une urgence, surtout enfin, partout et en Ile-de-France en particulier, le kiné, le pharmacien, qui n'a pas été nommé, mais qui est vraiment un acteur dans la ville indispensable aussi, et puis l'assistante sociale, effectivement, alors j'en oublie, la diététicienne, etc. Mais ce qu'on veut, c'est une équipe de soins qui soit coordonnée, qui travaille en coopération, et le patient, il en a marre de ce truc-là. Alors même si, évidemment, si on veut notre ordonnance, il faut quand même voir un médecin. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses, une écoute surtout. Et aujourd'hui, qui c'est une écoute? L'IPA, c'est une formidable opportunité supplémentaire d'écoute et de réponse. Voilà. Et donc, on cumule ces deux choses d'écoute et de réponse. Voilà. Emmanuel, Jordan, vous voulez réagir sur les propos d'Alain? Et pour avoir été à la journée nationale de France Asso Santé où on s'était rencontrés, on partage effectivement nombre de points de vue. Moi, j'étais très, très étonné du point de vue, en tout cas, personne soignée, qui m'a vraiment enrichi avec des idées à fort impact et à faible coût. Je pense qu'il faudrait écouter plus fréquemment les patients. Voilà, je pense notamment de mettre des travailleurs sociaux dans les salles d'attente. Je trouvais des maisons de santé qui étaient une idée brillante, plutôt que les gens attendent le professionnel de santé, parce que malheureusement, nous sommes peu nombreux, donc parfois on a du retard, et ben, de pouvoir travailler les problématiques de précarité ou autres pendant ce temps-là. C'est une mesure que j'ai trouvée formidable, j'aurais jamais eu l'idée, mais je pense qu'il faut avoir vraiment cette vision côté patient pour avoir ces idées-là, et je suis très, très content. Voilà. Mais le système de santé, il est fait. Le système de santé, il est fait pour les patients. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est que quand vous êtes médecin et que vous commencez à devenir patient, vous changez immédiatement de point de vue, d'angle de vision et de la façon dont et même vos compétences. Moi, je suis médecin et je suis également, tout le monde le sait, je suis également un bon vivant. Donc, j'ai des pathologies qui sont liées au fait que je sois un bon vivant. Je m'aperçois que ma connaissance que j'ai, en particulier des pathologies comme le diabète de type 2, elle ne vaut rien du tout.
elle vaut rien du tout. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me prenne un peu par la main et qui me guide, même avec mes connaissances de médecin. Parce que la prise en charge, c'est pas simplement la compétence technique, c'est aussi la façon de pouvoir apporter des informations sur le traitement, sur la vie quotidienne, sur un paquet de choses qu'on ne maîtrise pas du tout quand on sort de la faculté de médecine. Et ce n'est pas un défaut que je reproche aux médecins. C'est simplement qu'on a une connaissance particulière, mais que quand on est malade, on s'aperçoit que les choses sont totalement différentes et que la maladie ouvre à des champs qui sont qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas appris en fac. Je suis désolé, on n'apprend pas. Et tous mes collègues qui sont devenus malades, quelquefois sur des pathologies extrêmement graves, s'aperçoivent qu'ils sont démunis. Donc, on a besoin d'avoir cette présence autour de soi de gens qui sont des aides-soignants, qui sont des IDE, qui sont des pharmaciens, qui sont des médecins généralistes, qui sont... On n'a pas simplement besoin d'avoir des centres de lutte contre le cancer et d'avoir des médecins hyper spécialistes. On a besoin d'une prise en charge et je crois que c'est la grande révolution du système, c'est d'aller vers le parcours de soins. J'aimerais bien, avant de passer la parole à Denis Poivret, il y avait Nicolas qui voulait prendre la parole, qui voulait poser une question. Et Nicolas Brun, si tu peux poser ta question, parce que le point de vue des familles est aussi important. Merci beaucoup, Olivier. J'avais baissé la main parce que il y a un certain nombre de choses que je voulais évoquer et que vous avez déjà indiqué. Premier élément quand même sur le discours politique qui est quand même assez prégnant et on l'a vu lors des différents vœux, que ce soit du ministre ou du président de la République, c'est-à-dire présenter la mission d'IPA comme un des moyens de résoudre la désertification médicale est, à mon sens, une erreur. Parce que quand on fait des débats sur ces questions-là, c'est vraiment ce que l'un de vous a dit, c'est-à-dire qu'on présente ça comme un pis-aller, c'est-à-dire, et c'est ressenti de cette manière-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un apport dans l'organisation du système qui est présenté, c'est en fait une médecine dégradée qu'on propose aux établissements. En tout cas, c'est de la manière dont, si on présente ça comme un moyen de combattre la désertification médicale, c'est comme ça que c'est ressenti. C'est comme le médecin et la téléconsultation. C'est-à-dire, ah ben oui, on nous donne un téléphone parce qu'on n'est pas capable de nous mettre un médecin en proximité. Par contre, et il y a sans doute à faire ce travail-là, un travail de pédagogie auprès des populations, notamment des familles, mais auprès des populations, sur le rôle des infirmiers en pratique avancée. Parce que là, c'est un microcosme. On travaille, voilà, tout le monde sait les missions, vous les avez rappelées. Le grand public, lui, il ne voit pas la différence entre une infirmière, s'ils n'ont jamais été en contact avec, ils n'ont pas une vision très claire de ces différentes missions. Et on est quand même dans un système de santé qui se complexifie. Comme l'a évoqué Alain, dans le cadre d'une équipe, et il y a donc un besoin d'explication, des coordinations et des articulations entre ces métiers, et d'autant plus quand c'est un nouveau métier, en tout cas apparu comme un nouveau métier. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce travail de pédagogie est fait. Et il est peut-être fait au moment où on propose une intervention d'une IPA dans un parcours, mais d'un point de vue de portée générale du grand public, la place de l'IPA dans une organisation traditionnelle qui était assez simple. Hein. Moi, j'ai un médecin et puis voilà, c'était mon repère. Éventuellement, je vais à l'hôpital et tout ça. Aujourd'hui, on est face à des complexités beaucoup plus grandes. Il y a donc nécessité d'avoir cette pédagogie-là et je pense que les associations, vous avez évoqué France Association Santé, je vous en remercie, a aussi ce rôle-là d'informer le grand public sur ces organisations-là. Et si on est en plus avec une médecine et des parcours de plus en plus individualisés, il faut que cette prise en charge elle soit de plus en plus individualisée. Et le fait qu'on ait des professionnels qui soient des professionnels un peu intermédiaires entre le rôle d'une infirmière traditionnelle, le rôle d'un médecin et ce positionnement-là pour le suivi, facilitera les choses. Le suivi d'une maladie chronique, ce n'est pas simplement la transmission de données par des dispositifs à distance. La médecine et la santé a besoin d'un rapport humain. L'IPA peut jouer ce rôle justement de lien et de ce rapport humain. Et surtout pas désincarner cette relation
par le simple fait qu'on peut numériser et que donc on peut envoyer ça à distance. Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous dire. Ouais, Nicolas, c'est hyper important ce que tu dis. Ça devrait être, enfin, ça devrait être au cœur de toutes les réflexions du 14 Duquesne, quoi. Il faut refaire ce système de santé parce qu'il est parti n'importe comment avec des espèces de couches de murs, de difficultés, de rigidité. C'est un système d'airain, alors qu'il faut que ce soit un système humain. On a besoin de remettre de l'humain à tous les échelons. Et quand je vois le travail magnifique que font Emmanuel, Jordan, Luc, toi au niveau de l'UNAF, Alain dans les associations de malades, on a tous les talents pour pouvoir le réussir. Il faut vraiment il suffit simplement qu'on se mette à travailler et qu'on fasse sortir les technos de leur bureau pour leur montrer ce que c'est que la réalité d'un terrain voilà, aller mettre une paire de bottes de caoutchouc pour aller voir un peu ce qui se passe un peu dans les pâtures et comment on prend en charge des patients tous les jours dans un pays comme le Loiret ou un pays comme le Châtillonnais. Et vivent les CPTS et vivent la coordination des soins et des professionnels au service des populations. Parce que c'est ça qui fait la chance de la France. Ce n'est pas uniquement d'avoir des CHU qui ont un taux de recours qui est de l'ordre de 14% à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a 86% de l'activité des CHU qui pourrait se faire ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir 86% de l'activité hospitalière française qui se fasse à l'intérieur des hôpitaux, alors qu'elle pourrait être faite par des IDE, des IPA, des médecins généralistes, des médecins spécialistes sur le terrain. Et tout ça, on met des centaines de milliards d'euros dessus pour des systèmes qui sont des systèmes totalement rigidifiés, qui ne peuvent absolument pas se mettre à bouger. On arrive à des choses qui sont des choses aberrantes. On a mis 19 milliards sur le Ségur de la santé pour un résultat qui est quoi? Les gens se mettent en grève parce qu'ils sont pas suffisamment motivés, ils n'ont pas l'impression qu'on reconnaisse leurs compétences et tout ça. Il y a un moment où il faut arrêter, ou alors faut faire le constat que le pire employeur de la planète, désolé, c'est l'État français en ce qui concerne la santé. Hein. Voilà. Bon, j'arrête parce qu'autrement je vais devenir acariâtre. Alors Didier, vous vouliez poser une question? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je voulais faire part d'une expérience vis-à-vis des infirmières de pratique avancée. Alors, je dois dire que je partage tout à fait tout ce qui a été dit, et y compris la rigidité et surtout la rigidité de notre système de santé qui nécessite un sacré coup de balai ou d'huile. Enfin bref, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Loïc Duquesnel, qui représente les généralistes. Alors moi, je suis rhumatologue dans une petite ville dans la Meurthe-et-Moselle, et je voulais parler de notre expérience d'un parcours de soins ostéoporose, c'est-à-dire des fractures des personnes âgées. Personnes âgées, je rappelle que c'est plus de 65 ans. Nous sommes quelques-uns à y être, moi en particulier, et quelques autres. Donc là, pour traiter ces patients qui se sont fracturés ou pour faire de la prévention, il faut un rhumatologue qui mette en place un dépistage et un traitement, un médecin généraliste qui suive le patient, parce que ce n'est pas notre rôle non plus de suivre les patients tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, une diététicienne qui dise comment apporter suffisamment de calcium dans l'alimentation, un pharmacien qui s'assure que les médicaments sont pris ou repris, enfin renouvelés, parce que ce n'est pas parce que le patient va chercher son ordonnance qu'il prend le médicament, et le pharmacien a un rôle à jouer. Le contact avec le pharmacien est très différent de celui avec le médecin, il est complémentaire, et aussi complémentaire la diététicienne, le kinésithérapeute qui va réapprendre aux patients à marcher parce que tout le monde a peur, tous les patients ont peur de retomber, et c'est un des gros facteurs de récidive puisqu'ils vont perdre leur équilibre et perdre de la masse osseuse, perdre du muscle. Donc il faut se mettre à plusieurs, avec si possible des agents d'activité physique avancée. Il faut donc se mettre à plusieurs autour du patient pour faire en sorte qu'il soit soutenu, accompagné
et qu'on puisse répondre à ces questions. Encore une fois, le médecin que je suis va mettre en place un traitement le plus adapté possible, évidemment, c'est un rôle technique, mais après, il y a tout l'humain qui est derrière. Le patient a peut-être plus de facilité à parler de ses effets secondaires avec un infirmier ou avec le pharmacien qu'avec un médecin qui, quoi qu'il en soit, a parfois encore cette image d'autorité. Et puis nous, on est dans nos bouquins, on cherche, etc. Donc, c'est peut-être. Et puis, on est devenu de plus en plus difficile d'accès. Il est difficile d'avoir un médecin au bout du fil, il est difficile d'avoir un rendez-vous, et c'est plus facile d'avoir un contact avec une IPA ou un IPA, avec un pharmacien, etc. Donc, il faut se mettre à plusieurs autour du patient pour qu'il soit d'abord bien traité, c'est-à-dire qu'il prenne ses médicaments, et les études montrent qu'au bout d'un an, dans cette pathologie, 50% des patients arrêtent, qui mangent correctement, sinon c'est la dénutrition, et les IPA sont très branchés là-dessus et savent le faire, ce que nous ne pouvons pas faire dans un cabinet médical. Les pharmaciens ont un rôle essentiel à jouer en expliquant aux patients que s'ils ne prennent pas le traitement dans des maladies chroniques et pour lesquelles les patients ne voient rien, c'est-à-dire que c'est comme l'hypertension, le diabète et autres, le patient il sent rien. S'il a 3 grammes de sucre, de glycémie, dans un premier temps, il ne se passe rien. Pareil pour la tension. Donc là aussi, il faut expliquer au patient qu'on va lui éviter une deuxième fracture ou lui éviter une première fracture. Voilà. Donc on a mis au point, après la sortie de l'hôpital, un parcours de soins avec tous ces professionnels de santé. Évidemment, il faut quelqu'un qui coordonne ce parcours de soins. Il y a un système informatique, un programme informatique, etc. Et nous avons la chance d'avoir pu travailler avec une infirmière de pratique avancée qui, elle, est chargée d'inclure les patients dans le parcours de soins informatisé, de prévenir l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire kinésithérapeutes, pharmaciens, diététiciennes, etc. Et dans notre parcours, chaque professionnel de santé, tous les 3 mois, remplit un questionnaire pour dire comment ça va, etc. Et lance éventuellement une alerte si, par exemple, il y a eu des chutes qui sont des facteurs de risque très importants. Si le patient chute, à ce moment-là, on va faire venir quelqu'un qui va examiner le logement du patient et essayer de faire en sorte qu'on élimine les zones à risque. Donc, tout ça nécessite une coordination et l'IPA est tout à fait enthousiaste et efficace dans ce genre de choses. Elle travaille avec nous et c'est très bien. J'ajoute que la recherche clinique est effectivement très intéressante. Moi, je suis un vieux rhumatologue, nous avons une jeune infirmière avec nous, donc elle aimerait faire de la recherche clinique. On a déjà monté des dossiers qui ont été retoqués, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a une multitude de contraintes administratives, on nous demande une multitude de choses. Nous n'avons pas les compétences en épidémiologie, ou etc., ou en gestion de données, il faut nous aider pour ça. Donc c'est facile de dire, bon ben voilà, votre dossier n'est pas assez bon, encore faut-il que nous ayons des gens qui nous aident. En milieu hospitalier, ça a été le cas, mais qui nous aident un peu mieux, un peu plus, et qui aient de l'argent pour pouvoir suivre notre activité ou une autre, un parcours de soins, voir s'il est efficient, s'il permet d'éviter des fractures. Nous avons aussi une consultation anti-chute et ainsi de suite. Donc tout ça nécessite une coordination et encore une fois, l'IPA est là, le fait. Il lui faut beaucoup d'enthousiasme parce qu'il faut soulever des montagnes de rigidité administrative et autres. Donc, je voulais faire part de cette activité de l'IPA, indispensable pour mettre au point un parcours de soins dans une maladie chronique, en l'occurrence l'ostéoporose, mais comme vous l'avez dit, en matière de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale, etc., c'est la même chose. Il faut se mettre à plusieurs. La médecine est devenue extrêmement complexe, extrêmement efficace, mais aussi extrêmement complexe. On ne peut pas tout savoir. Je pense que ceux qui prétendent tout savoir et avoir toujours la solution sont dangereux. On ne peut pas tout savoir. Et on ne peut pas aborder le patient dans toute sa complexité en tant qu'infirmier, médecin, pharmacien, etc. Il faut se mettre à plusieurs. C'est comme ça dans la vie. Quand on a un gros problème, et la maladie chronique en est un,
dans la vie courante, on se met à plusieurs, on va chercher un avocat, ne sais quoi, une assistante sociale, enfin bon, ben dans la médecine, c'est pareil, il faut qu'on accepte que nous n'avons pas l'efficacité suffisante quand on est tout seul, il faut être à plusieurs, on est efficace, mais encore faut-il que ce soit efficient, c'est-à-dire que ça passe dans la réalité du patient. J'arrête après, mais vous l'avez très bien dit, on nous apprend la maladie, personne ne nous apprend le malade, mais c'est quand même sur le plan humain extrêmement enrichissant. En tant que médecin, si on soigne que des maladies, c'est le burn-out. Si on soigne des malades, c'est extrêmement enrichissant. Merci de m'avoir écouté. Merci Didier, parce qu'on s'était croisés aux États généraux de la santé en région de la région Grand Est. Et j'avais été frappé par cette volonté que vous avez toujours voulu avoir de mettre autour du malade, non pas simplement un parcours, mais une équipe pour faire en sorte de prendre en charge des problématiques qui sont extrêmement diverses et qui ne relèvent pas uniquement de la compétence, mais qui relèvent d'une volonté, on va dire, ouais, disons le mot, altruiste, de prendre en charge quelqu'un par tous les aspects de sa complexité. Parce qu'un malade, c'est pas simplement quelqu'un qui se réveille le matin avec 1,50 g de sucre dans le sang, et tous les matins, il va se réveiller en se disant est-ce que cette fois-ci, j'aurai 1,19 g ou 1 gramme ou 1 gramme ou moins d'1 gramme. C'est beaucoup plus que ça. Emmanuel, vous voulez réagir sur les propos de Didier? Oui, je voudrais réagir. Je trouve ça très intéressant, effectivement, dans la multidisciplinarité. Ça, c'est ce qu'il faut autour du patient. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Par contre, dans le positionnement de l'IPA, ce qui, moi, m'interroge, c'est qu'elle doit quand même avoir une activité clinique pour être IPA. Et il ne faut pas qu'elle fasse uniquement que de la coordination de parcours. Dans ces cas-là, c'est une infirmière coordinatrice de parcours. Je pense que ça, c'est très important. C'est loin d'être son activité principale. Ah, bon, alors dans ces cas-là, parfait. C'est une mission transverse. Avec des médecins généralistes. Ouais, super, c'est ça. Il faut qu'elle aille sur le terrain ausculter, par exemple, sur l'ostéoporose du sujet âgé. En ville, on va faire des bilans de chute. On va regarder est-ce que le logement, il y a des meubles, voilà, des gros meubles, peu de circulation. Est-ce qu'il y a des tapis? Est-ce qu'il est bien éclairé? Il y a tout un travail. Est-ce qu'il a chuté? Combien de fois? Comment faire les bilans sang en fonction. Enfin, tout ça, c'est le rôle de l'IPA en lien avec le médecin généraliste et le spécialiste, bien entendu. Mais il faut vraiment qu'on aille ausculter aussi les gens et voir directement chez eux les problématiques dans l'environnement. Je pense. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Bah, peut-être le médecin généraliste, il a le temps. En fait, nous, c'est le premier qui a le temps qui y va, en fait. Tout simplement. Ouais, enfin, les médecins généralistes, pour l'instant, ils n'ont plus beaucoup le temps de. Je suis assez d'accord. C'est souvent nous. Et la compétence est peut-être plus grande chez les IPA, les kinésithérapeutes ou autres, toutes ces professions, que chez le médecin qui est plus branché diagnostic, traitement, médicamenteux et autres. C'est peut-être plus votre rôle, et vous êtes probablement plus compétent pour approcher le patient sous cet angle-là. Nous, si on commence à leur dire il faut enlever les tapis et autres, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent d'une oreille, mais pas les deux. Et ça, c'est lié à notre discipline scientifique, parce que le métaparadigme infirmier, il y a santé-maladie, donc là, on se rejoint vraiment. Et après, il y a personne-environnement. Oui, tout et à donc, fait. C'est plutôt sur ces champs-là, on va être un petit peu plus spécifique, je pense. Vous êtes complémentaires. Oui, et indispensable. Sur santé-maladie, on est d'accord. Parce que si le maladie continue à tomber, chez lui, ça ne sert à rien de lui donner des médicaments. Hein. On est entièrement d'accord. Des médicaments qui peuvent le faire chuter, d'ailleurs, parfois. Parfois, oui. C'est des vieux souvenirs d'internes de garde qui étaient les fractures du col du fémur liées à l'utilisation d'hypotenseurs centraux comme le catapressant. On voyait arriver des gens qui avaient 70, 80 ans et qui se fracturaient le col du fémur parce qu'ils étaient traités par des médicaments qui avaient des effets iatrogéniques importants. Et sous prétexte qu'ils se levaient la nuit pour aller faire pipi, ils se cassaient le col du fémur. Et c'était en fin de compte une cause qui était une cause absolument naturelle liée juste à l'activité de l'hypotenseur. Comme quoi on peut être compétent et en même temps avoir des effets qui sont délétères pour le malade. Younes, tu voulais poser une question. Oui, merci Olivier.
À vrai dire, j'avais plusieurs questions en une question, mais je vais être très très court. La première, c'est pour rebondir aux échanges que vous aviez eus par rapport à vos attentes sur le PLFSS. On voit bien que les enveloppes prévention, la plupart du temps, sont plutôt redirigées vers les structures de soins coordonnés. Les IPA ne sont pas forcément intégrés tout le temps dans ces structures de soins coordonnés. Or, vous êtes capable de faire de la prévention en vous coordonnant de manière informelle avec les médecins, etc. On sait que du côté des médecins et des pharmaciens, il y a des ROSP qui ne sont pas les modes de rémunération les plus efficaces qu'on ait eu pour faire de la prévention et de la santé publique. Ce qui m'amène à me dire que peut-être que le PLFSS, je ne sais pas si c'est le bon levier, mais qui m'amène à vous demander comment allez-vous convaincre nos chers administratifs de flécher de l'argent en prévention sur les IPA et ne pas dédier les enveloppes uniquement aux structures de soins coordonnés. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, qui du coup est liée un petit peu à la première, c'était sur le plan clinique, médical, et je ne sais pas si Luc Duquesnel est encore parmi nous, mais c'est peut-être aussi un peu une question pour lui. Quels sont les champs sur le plan clinique, thérapeutique, qui vous semblent les plus prioritaires et sur lesquels on devrait définir un petit peu des guidelines, des indicateurs à atteindre de santé publique? On parle beaucoup des questions d'obésité, des facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Est-ce que du côté de l'UNIPA et même de la CSMF, on a un discours des priorités pour dire, écoutez, nous, en termes de santé publique, sur le plan national et après à décliner sur le plan territorial, notre priorité, ça doit être le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et pour y parvenir, on va mobiliser tel ou tel moyen. Alors, les moyens, moi, je ne les connais pas vraiment et vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour y répondre, et c'est pour ça que je vous pose la question. Et j'en avais une troisième que j'ai oubliée pendant que je posais les deux premières. Donc, ça fait déjà 2 questions, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir donné la parole. Emmanuel. Oui. Du coup, comment flécher la prévention à l'IPA? Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que la prévention, il faudra qu'on soit plusieurs acteurs. Si on regarde, moi je me base sur le rapport de l'adresse, l'état de santé de la population de septembre 2022. Il y a d'excellentes guidelines de fait, argumentées, sourcées. D'ailleurs, il y a un gros problème au niveau des Antilles, Guyane et autres, où la situation là-bas est catastrophique, c'est bien mis dans le rapport. Donc il y a des vrais guidelines dans ce rapport et je pense qu'il faut s'y caler en fait. Sur effectivement l'obésité infantile, l'obésité adulte qui augmente, les facteurs de risque cardiovasculaire, la précarité, l'isolement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur les déterminants de santé dans ce rapport. Donc je pense que ça peut servir de base. Il est actualisé en plus assez récemment. Il y a eu, je crois, en avril, ils ont réactualisé en septembre avec des nouvelles données de l'adresse. Donc c'était assez intéressant. Il y a à peu près 300 pages, mais je le trouve vraiment très bien fait. Mais ça ne doit pas être que des fonds. Je pense que ROSP, il faut penser la prévention en équipe. Il ne faut pas la penser, il me semble, par professionnel et repartir en silo comme on fait, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'on ait une enveloppe prévention et qu'on la décline en fonction des différents intervenants. Parce que chaque intervenant va apporter des choses différentes. La diététicienne, l'IPA, le médecin généraliste vont apporter des choses différentes. Donc ça sera hiérarchisé, ce qui n'est pas toujours simple. Et au niveau... Et après, c'était une question sur les cliniques et les thérapeutiques, c'est ça? Sur la feuille de route. La feuille de route, c'est l'adresse, je pense. Il y a un très bon rapport. Luc, puisque tu es toujours là, tu veux intervenir? La question posée, c'était est-ce qu'on doit cibler sur une pathologie chronique? Moi, très clairement, je crois qu'on doit partir des besoins du territoire. En effet, il faut des textes nationaux qui donnent un cadre, et que ce cadre ne soit pas trop restreint pour qu'on puisse jouer des coudes. Chaque territoire est différent. Les organisations, c'est aussi un moment, je pense que l'exercice coordonné, il y a un moment
faut un minimum de structuration. Là, on a parlé de la coordination sur notre pôle de santé. On a 4 infirmières libérales qui se libèrent du temps d'infirmières libérales qui sont nos coordinatrices parcours. Donc, ce n'est pas les IPA, avec l'hôpital, puisqu'on a un hôpital sur nos territoires, avec le secteur médico-social, toute la problématique du maintien à domicile, avec la maison de l'autonomie. Alors, après, c'est aussi, voilà ce qu'on a mis en place, parce que nous, ce qu'il y a de pire, au-delà de l'accès aux médecins traitants, c'est l'accès aux médecins spécialistes. On met en place, là, cet été, une salle d'examen complémentaire. Ben oui, la moitié des BPCO ne sont pas diagnostiqués en France. Eh ben voilà, on va faire des spirométries. Ça sera aussi bien mon assistante médicale, parce que j'ai aussi salarié une infirmière pour travailler avec une assistante médicale, et c'est que du bonheur. Le sac à dos est très lourd, on le porte à 2, donc il est moitié moins lourd depuis que je l'ai salarié, enfin depuis que je travaille avec elle. Donc en plus de l'IPA, c'est aussi on a aussi tout un groupe d'éducation thérapeutique, des gens formés, pharmaciens, médecins, infirmières, diététiciennes, ergothérapeutes, et qu'on s'aperçoit que l'IPA alimente énormément la file active des patients en éducation thérapeutique, parce qu'elle a le temps. Moi, je n'ai pas le temps dans mes consultations. C'est tout ce qu'on met en place, et ça nécessite quand même aussi une structuration des soins ambulatoires, des soins primaires sur le terrain, de façon à ce qu'on ne parte pas tous dans des sens différents, qu'on n'arrive pas à un millefeuille qui sera illisible, aussi bien d'ailleurs pour les usagers que pour les professionnels de santé. Donc, ça nécessite de se structurer, et y compris dans la prévention. Je crois que là, bon, voilà, nous, après ça, les priorités, c'est quoi de mon territoire? C'est quand on est 19 médecins généralistes il y a 2 ans et qu'on en perd 7 en 12 mois, eh bien, c'est d'identifier. On a mis une secrétaire pour ça, identifier tous les patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent d'avoir un médecin traitant, qui n'en ont plus, et on les priorise. Et puis, j'en prends 1 à 2 par jour. Et puis, mes confrères aussi, c'est aussi ça, c'est les priorités du territoire. Et ça, en lien, bien sûr, avec l'infirmière de pratique avancée et tout le monde. Après, je trouve qu'il y a, dans les freins, parce que tu as fait allusion au départ, Olivier, je trouve qu'aujourd'hui, les professionnels, les soins primaires, et entre autres pour les médecins traitants, aujourd'hui, aussi le niveau, mais aussi le mode de rémunération, je pense, est un frein à faire évoluer les pratiques et les organisations professionnelles. Moi, très clairement, quand je me suis installé il y a 35 ans, je faisais 6 consultations à l'heure et je ne prenais pas de retard dans mes rendez-vous parce que je faisais que du soin aigu. Aujourd'hui, je me consacre avant tout. Je fais aussi de légumes à mes patients atteints de pathologies chroniques déstabilisées. J'ai du mal à en faire 3 à l'heure. Et pourtant, ma consultation, elle est toujours à 25 €. Et mes confrères à côté qui ne travaillent pas, par bonheur pour moi, comme ça, ils n'ont pas embolisé l'IPA, me disent, mais écoute, Luc, tu es complètement abruti, tu te fais des consultations longues à 25 €. Ben, j'entends aussi ce discours-là. Et ça, c'est aussi nos échecs dans le cadre de la convention médicale. Alors moi, je pense aussi qu'il faudrait réfléchir éventuellement à des rémunérations éventuellement à la pathologie. On voit les néphrologues viennent de développer un article 51. C'est explorer plein de pistes, et puis après ça, on évaluera, mais c'est nous laisser la possibilité de… Mais je suis complètement d'accord avec toi, Luc. Le problème d'un article 51, c'est simplement ces 2 ans pour arriver à déposer le dossier et à faire en sorte qu'on commence à lancer l'expérimentation. Le projet sur la néphrologie, il est magnifique. J'en ai discuté avec Jean-Paul Ortiz, justement, puisqu'il est aussi un peu à l'origine de ce projet. Et c'est super, sauf que s'il faut mettre 2 ans pour pouvoir avoir un mode de réflexion qui soit un mode de réflexion un peu innovant, on va changer la refondation du système de santé, c'est pour 2100. On n'a pas le temps d'attendre 2100. On est en 2023. Et les modes de fonctionnement et la rigidité qui est inhérente au système de santé mériterait une véritable révolution. D'ailleurs, je suis très content parce que quelque part, je suis en train de me dire que le cafénil va devenir une sorte de CNR, de Conseil national de la refondation du système de santé, parce qu'on est en train, là, grâce à Emmanuel et à Jordan, on est en train de se dire que
il y a des choses qu'on peut faire sur le terrain et qu'il faut simplement qu'on nous lâche pour pouvoir les faire. Et si on les fait, ça coûtera non seulement pas plus cher, mais ce sera beaucoup plus rapide. Il pourra y avoir des méthodes d'évaluation qui seront mises en place. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a plein d'imagination. Les territoires sont fertiles. On a des gens qui sont investis sur les territoires. Luc, tu en es l'un des témoins, mais Emmanuel et Jordan sont pareils. Donc, et dans tous les territoires, plus on va dans les territoires, plus on se rapproche de la population, plus on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent faire des choses. La seule chose qu'on veut, c'est que on veut les faire, les choses. On n'a pas besoin d'avoir un 14 Duquesne qui va nous dire à chaque fois comment il faut faire les choses. Parce que 14 Duquesne, il ne sait pas vraiment comment il faut faire les choses sur le terrain. Parce que je ne connais pas beaucoup de médecins de santé publique au 14 avenue Duquesne qui soient descendus sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe dans un territoire rural ou dans un territoire de périurbain. Parce qu'ils ont fait leur fac à Paris, ils ont fait leur fac à Montpellier, et ils sont directement passés de Montpellier à Paris, ou de Paris à Paris, et que le reste du temps, c'est pour aller passer le week-end. Hein. Donc la réalité sur le terrain, ils ne l'apprécient pas du tout. Vous avez une richesse absolue en tant qu'acteur de santé il va falloir que vous la fassiez connaître. Parce que les populations, et je pense que ce soit Alain ou que ce soit Nicolas, ils ont envie d'entendre ces messages-là. Ils n'ont pas envie d'entendre des trucs qui descendent du 14 Duquesne ou de l'Assemblée nationale et qui vont nous expliquer comment on va faire le soin pour 2040. Vous avez très certainement beaucoup plus d'idées que beaucoup de nos députés et beaucoup de nos administrations. Donc, il va falloir inverser la machine. Alors, c'est vrai que c'est un cafénil un peu particulier, j'ai pris beaucoup la parole, mais il y a Imad qui voulait poser une question. Imad, la question doit être courte parce qu'il est 9h58 et chez Nil, on respecte les horaires. Donc, on a commencé à 8h35, on terminera à 10h05. Bonjour Emmanuel, bonjour Jordan. Globalement, alors moi j'ai la double casquette, donc ça ne va pas être très rapide, j'en suis désolé Olivier. J'ai la double casquette, je suis en master aujourd'hui d'IPA. Je passe en 2e année et également, je suis entrepreneur. On est sur plusieurs projets et vous avez raison de le dire aujourd'hui, il y a une problématique d'attractivité. Moi, sur ma promo, j'ai déjà 3 personnes qui ont décidé d'arrêter, tout simplement parce que derrière, il n'y a pas de rémunération. Au niveau du libéral, aujourd'hui, il est clair qu'un positionnement libéral, à moins d'être attaché salarié à une entité, c'est juste improbable aujourd'hui, voire impossible. Donc, c'est difficile, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de flux de patients. Donc, je travaille aujourd'hui sur ce sujet-là avec quelques IPA, en tout cas, pour les installer. Mais la question que je me pose aujourd'hui, et tu as raison de le souligner, Olivier, c'est qu'on n'est pas suffisamment soutenu sur les projets innovants sur le terrain, portés par des IPA. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Au niveau libéral, j'entends, hein, pour qu'elles puissent s'installer, on ne parle pas du niveau hospitalier, ce qui fait qu'aujourd'hui, les infirmières libérales, en tout cas, qui deviennent des IPA, ont cette double casquette aujourd'hui, elles continuent dans leur profession, voire limite, elles délaissent leur métier d'IPA de demain. Donc, la question qui est aujourd'hui, c'est comment porter l'innovation, parce que c'est un nouveau métier, qu'il est méconnu, que ce soit du côté des usagers, mais également des médecins. C'est pour ça qu'il y a cette problématique aujourd'hui de compréhension. Et comment porter cette innovation au niveau de nos acteurs et de nos technocrates, comme tu l'as très bien dit aujourd'hui, pour que demain, il y ait une vraie facilité ou en tout cas une vraie intégration. Et juste souligner au docteur Duquesnel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'IPA. C'est simplement ça, c'est-à-dire que les IPA voudraient s'installer, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'attractivité sur les territoires, mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'IPA aujourd'hui pour pouvoir, à un moment ou à un autre, soutenir et accompagner les médecins de demain. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais souligner. Emmanuel ou Jordan? Oui, effectivement, je te remercie, c'est vraiment c'est très pertinent ce que tu dis. Alors, je modère juste un petit peu, il y a quelques collègues qui s'en sortent en libéral. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ont une active de 500, 600 patients qui s'en sortent. Mais bon, ça fait beaucoup d'heures, hein, on est d'accord, beaucoup de… Voilà. C'est compliqué pour diffuser l'innovation. Il y a Amric, hein, qui est une IPA américaine qui a écrit un bouquin là, qui fait 600 pages et où elle donne des clés. Elle dit que pour diffuser l'innovation, il faut la diffuser à tous les étages, au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et effectivement, avec l'aide des patients. Hein.
Et donc, du coup, il faut vraiment faire à tous ces niveaux pour que ça impulse et que ça prenne en même temps. Donc, il faut déjà aussi se fédérer au niveau local. C'est ce qu'on a fait dans le Loiret, hein. On est vraiment fédéré, on pousse, on a une asso régionale, donc qui pousse au niveau de l'ARS, du conseil régional et à tous les niveaux. Et au fur et à mesure, on obtient des choses. On vient d'avoir des financements innovants sur, par exemple, comment je peux te dire, les patients diabétiques qui n'avaient plus de médecin traitant, qui sont sans rien et qui ne sont pas encore diagnostiqués, on pourra faire de la téléexpertise avec un endocrino. C'est calé pour introduction de metformine et nous, on va refaire l'éducation, voir si on peut les intégrer à des programmes. Et là, on favorise l'accès aux soins. Donc, tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on a diffusé, mais ça prend du temps. Et le temps, on ne l'a pas toujours pour survivre. Malheureusement, le système de soins français est tel, comme le disait Olivier, que ce n'est pas du tout flexible. Donc, le temps que tu arrives à faire bouger tout ça, ça prend des années. Et j'en suis désolé, hein. Mais je pense que c'est la méthode à employer, mais je ne dis pas que j'ai raison, hein. C'est soumis à débat, hein. Si je peux compléter, Emmanuel, nous, ce qu'on essaie de faire à notre niveau, c'est essayer d'avoir une communication la plus large possible. On essaie vraiment de travailler sur ça, puisque, en fait, pour revenir justement sur les enquêtes qu'on a fait, on voit qu'à chaque fois, dans les solutions qu'on peut apporter, dans ce qui pourrait aider le développement des IPA, c'est une communication, comme tu disais, Emmanuel, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, dans les institutions, en libéral, auprès des médecins généralistes, etc. Donc nous, on essaie vraiment de travailler au quotidien avec toutes les personnes qu'on rencontre pour essayer d'établir cette communication, pour essayer aussi des pouvoirs publics qu'elles puissent faire une communication plus large à destination de tous, que tout le monde puisse connaître ce qu'est une IPA, quel est vraiment quel est son champ de compétences, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Essayer aussi de rétablir certaines vérités par rapport à ce qui a été dit lors des débats sur la loi RIST, etc. Nous, à notre niveau, on essaie vraiment d'œuvrer sur ça. Et je pense que c'est aussi chaque IPA qui doit se sentir investi un peu de ça au niveau local pour communiquer et essayer d'améliorer un peu les choses. Écoutez, vraiment merci pour votre participation. Bien entendu, merci Emmanuel et Jordan pour cet éclairage que vous mettez sur une profession qui est une profession de demain. Mais merci aussi à Luc, que je salue au passage, qui est un ami. Merci à Alain, merci à Nicolas, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire ce système de santé. Et franchement, de vous à moi, les solutions, on les a tous, hein. On les a tous, on n'a pas besoin de faire des rapports et des machins et des trucs en plus, on les a tous. On attend juste une seule chose, c'est qu'on nous donne les moyens, entre guillemets, c'est-à-dire surtout qu'on nous libère d'un certain nombre de rigidités pour faire en sorte qu'on puisse les mettre en place sur le terrain. Quand je vois la richesse de ce que vous avez présenté, de ce que Luc a présenté, de ce que Alain et Nicolas ont présenté également sur le système de santé de demain, je crois que la seule chose qu'on attend, c'est un déclencheur. C'est simplement le fait de dire, eh ben, faites-le. Voilà. Le problème, c'est qu'en France, pour arriver à obtenir ce faites-le, il va falloir qu'on bouge encore pas mal de choses sur le plan politique. Voilà, je suis désolé, j'ai été vraiment très interventionniste dans ce Café Nil. C'est pas du tout normalement, c'est pas du tout ce que je fais, mais c'est une question de passion personnelle et je crois de sens professionnel. Je voudrais que ce système bouge et qu'il sorte de ces prérequis, de ces corporatismes, de ces techno machins, de tout ce qu'on veut, pour faire en sorte qu'on retrouve l'humain au cœur de tout ça et qu'on se mette tous à travailler ensemble, parce que tout le monde a y gagné, et surtout les malades, et c'est quand même le sens de tous nos métiers. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et vraiment, encore une fois, merci pour ce Café Nil, ça a été tout à fait particulier. Et c'est tout à fait passionnant. Et merci encore pour tout. Allez, à au très revoir. vite. Merci à vous.